Ça fait longtemps que je dois tourner cette vidéo. Ça fait même hyper longtemps qu'elle est prévue au programme et que je n'arrive pas à la tourner. Pas par manque de temps, mais plutôt par manque d'envie. C'est très difficile pour moi de faire preuve de résilience sur cet événement-là. J'avais besoin de temps, d'accepter ce qui s'était passé, de comprendre aussi ce qui s'était passé, de mettre des mots dessus. Et aujourd'hui, pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et j'ai réalisé tout au long de la journée que si j'étais morte le 20 février 2024, donc sur cet accident de bateau, je n'aurais jamais fait mon anniversaire. Donc dans cette vidéo, je vais te dire ce qui s'est passé. Je ne vais pas essayer de dramatiser les faits ou quoi que ce soit. On a vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Je vais te dire ce qui s'est passé. Comment moi j'ai vécu les choses. Parce que tout aussi bien tu parlerais à quelqu'un d'autre qui était sur le même bateau que moi, au même moment, il ne te racontera pas la même histoire. On était 5 et on a tous vécu l'accident d'une façon très personnelle et très très différente. J'ai pris du thé pour essayer de me dire vas-y let's go Adé, j'espère qu'il faut en parler, je sais que ça me fera du bien d'en parler, j'en ai parlé avec mes amis, avec mes parents, mes proches, etc. Et puis je pense que c'est important de partager ça aussi avec vous. Parce que là encore aujourd'hui, donc 3 mois après, j'ai pas mal de retours, de messages qui me demandent comment je vais, aussi bien physiquement que psychologiquement. Parce que parfois on oublie le psychologique même. C'est très difficile. Je vous explique un petit peu, je vais vous remettre dans le contexte. Je suis allée à Dubaï pour le travail. Parce que je voulais... En fait, en vrai de vrai, je suis allée à Dubaï parce que j'en avais marre qu'il fasse froid en France. C'était horrible. Et vu que je travaille en ligne, je peux travailler de partout. Donc autant le faire dans un pays chaud où c'est cool et que je puisse apprendre en plus à parler anglais, à découvrir une nouvelle culture. Bref, j'y suis allée parce que voilà, je voulais kiffer. J'étais déjà allée une fois mais en tant que touriste. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, je vais aller pour le travail, ça va être super chouette. Pardon. Bref, j'y suis allée, on est resté un mois et puis on a fait cette fameuse sortie de bateau. On était, on était 4 potes. Et on s'est dit, bah vas-y, du coup, on va se faire une sortie de bateau à Abu Dhabi. Pour connaître Abu Dhabi, on s'est dit, on va se promener sur le bateau, et puis on découvrira un petit peu les lieux, etc. C'est une putain de bonne idée parce que c'était juste incroyable. Est-ce que je regrette aujourd'hui? Non, mais ça reste une épreuve très difficile. Donc on y allait, c'était vachement cool. On avait 1h30 de route et arrivé là-bas, on a vu le bateau, trop bien. Pour tous ceux qui vont me demander et tous les gens qui sont malveillants, qui vont me dire ah ouais c'était un truc touristique, il n'avait pas le permis, etc. C'est quelqu'un, il n'est pas décédé. C'est quelqu'un qui a une entreprise de bateau depuis plus de 20 ans ou 25 ans. Enfin bref, toute sa vie il a conduit des bateaux. C'était son bateau perso qui nous a conduit avec. Et c'est une connaissance à nous, qu'on connaît, qu'on respecte fortement. Donc pour tous les gens qui pensent qu'on a pris ça vite fait et qu'on n'a pas fait attention, pas du tout. Et il a le permis, bien sûr. Donc voilà, en fait on était sécu à fond et il n'y avait aucun problème là-dessus. On n'a pas fait ça à l'arrache, on s'est pas dit vas-y on loupe ça et puis on fait ça nous-mêmes. Absolument pas. Et on ne se serait pas permis non plus, surtout dans un pays étranger. Donc voilà, on est parti, on a fait notre balade, c'était incroyable, on a fait nos photos Instagram, j'avais posté d'ailleurs, bien sûr, mais on a fait des trucs incroyables, c'était génial, vraiment, ça a été une très très bonne après-midi.
Et jusqu'au moment où ça dérapait. C'est parti de que j'avais envie de faire pipi. Nous les femmes. J'avais envie de faire pipi. Et j'ai dit à mon pote, en gros, vas-y, j'ai envie de faire pipi, on peut faire demi-tour, il est tard. On avait vu le coucher de soleil, enfin, on avait tout fait ce qu'on voulait faire. C'était 18h30, quelque chose comme ça. Bref, le soleil était déjà très très bas. Et j'ai dit, vas-y, j'ai vraiment envie de faire pipi et tout, j'ai froid, j'ai envie de rentrer. Et c'était genre très drôle parce qu'il m'a dit, non, tu rigoles ou quoi? On va pas rentrer, t'es dans le plus grand toilette du monde, là, tu sautes, t'es en maillot de bain, tu sautes, tu pisses, tu remontes et basta, tu vois. Et moi, princesse que je suis, j'ai dit non, franchement, j'ai envie d'entrer. Parce que j'avais vraiment froid, en plein courant d'air, etc. sur les bateaux, il commençait à faire froid, vraiment. Bref, le conducteur a fait demi-tour. Il a fait demi-tour, on a commencé à naviguer dans des petits canaux, enfin qui étaient quand même très très larges, mais on était entre des digues, on commençait à rentrer vers le port, etc. Et au bout d'un moment, je sais pas trop, c'est passé très très vite, mais en gros, il a tourné, il a pris un virage. Et il a glissé tout simplement. Il a juste glissé, il a fait un pas de côté, il a glissé. Et le temps qu'il reprenne le volant, car quand il a glissé, il s'est complètement déporté de tout son être. Et le temps qu'il reprenne le volant, on était déjà dans la digue. Ça s'est passé vraiment en 4 secondes. Mon cerveau n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Parce que j'étais en train de me dire, allez, je vais me pisser dessus, j'ai trop envie de faire pipi. Et en fait, quand j'ai vu la digue me se rapprocher à une allure, mais c'était du jamais vu. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Bref, on se prend la digue. Coupure complètement. Le corps coupe, le cerveau coupe, tout coupe. Je me réveille. Quelques minutes après, je reprends connaissance. Je regarde autour de moi. J'entends des choses. Et je lève les yeux et je vois du coup mon ami assis à la place du conducteur. Donc le conducteur n'était plus là. Je sais plus où il était. Plus là. Donc c'était une autre personne à la place du conducteur, assis, l'épaule déboîtée, l'oreille en sang, le visage en sang, des crevasses, partout des coupures, des bouts de verre partout. La jambe tendue. Le genou qui faisait peut-être 4 fois, 6 fois la taille d'un genou normal. Ok. Et là, je sais pas trop ce qui se passe dans la tête. Dans mon cerveau, là, je sais pas ce qui se passe. Je rigole, je prends mon téléphone et je fais une photo. Je fais une photo parce que je me dis, c'est un rêve. Et AD, quand tu vas voir la photo demain, enfin quand tu vas voir dans ton téléphone, quand tu vas te réveiller, qu'il n'y a pas la photo, tu vas dire, oh putain, j'ai fait un rêve de ouf. Et donc je prends la photo, et la photo elle est tellement floue, je tremble comme ça, parce que je pense que mon corps conscientise le traumatisme qu'il vient de vivre, mais mon cerveau n'est pas OK avec ça. Du coup je tremble, mais même avec le stabilisateur de l'iPhone, elle est complètement pas floue, complètement floue la photo. Du coup je me dis ok, et puis après je me tourne, j'entends des cris, des choses, des bruits de verre, des choses qui, normalement dans un rêve c'est pas aussi réel. Donc je me tourne et là je vois ma pote en sang, mon autre pote en sang. Vraiment c'était un film d'horreur, vraiment, c'était vraiment clairement un film d'horreur, vraiment. Du sang partout, des bouts d'humains. Des fois je récupérais des trucs, je disais mais c'est quoi ça? C'était des bouts d'humains. Du coup, il y en avait un qui pouvait plus parler. Ma pote qui était complètement dans le
coma, dans le down, quoi. Elle était en soins intensifs après, donc je sais pas si elle était dans le coma, je peux même pas me dire, je sais même pas. Inconsciente, c'est sûr. Complètement inconsciente. Mon autre pote, heureusement qui était là, qui était lui conscient. On s'est beaucoup aidé pour appeler les secours, mais le cerveau fait des choses très bizarres parce que c'était la nuit du coup. La nuit était tombée, les gens commençaient à s'agglutiner en fait sur le rebord, le rebord du port. Oh là là, j'y ai arrivé. Et, et il nous disait est-ce que vous êtes en vie, enfin, are you alive? Et là, tu te dis, ouais, déjà, donc s'il me posait la question, c'est que vraiment on avait des têtes de zombies. Donc c'était très angoissant. Il nous demandait est-ce que vous avez des cordes, des choses pour nous rattraper, pour tirer le bateau, parce qu'on partait complètement à la dérive. Le bateau était complètement écorché, mais c'est un truc de ouf. Et du coup, j'ai jamais pensé à me checker. J'ai pensé à checker tous mes potes, à tout le monde, mais j'ai jamais pensé à me checker. Je marchais, je faisais des vidéos. Je me suis jamais dit, Adé, toi t'as quoi? À quoi tu ressembles? Quand je voyais les autres, j'avais tellement peur de savoir ce que moi j'avais que je voulais pas me faire un selfie. Je savais que je pouvais marcher, je savais que je pouvais parler, je savais que je pouvais prendre soin des autres, parce qu'à ce moment-là, le plus important c'est pas nous, vraiment. En tout cas, on se cache. En tout cas, moi, je me suis cachée. Je me suis cachée et je me suis dit, je vais sauver les autres et puis moi, on verra après. La pire erreur. La pire erreur. Parce qu'en fait, on se cache. On se cache parce qu'on a peur. Moi, clairement, j'étais pétrifiée. Je me suis dit, ça se trouve, il me manque un œil. Ah non, j'ai pensé à des trucs de ouf. Hein. Ça se trouve, il me manque un œil. Ah bah non. Ah bah non, là, je vois bien. Donc non, il n'a pas manqué un œil. Ok. Ça se trouve, il me manque une oreille. Bah non, j'aurais mal. Ouais, mais de toute façon, avec l'adrénaline, bah, tu sais plus si t'as mal ou pas. Bref, tu te poses beaucoup de questions. Les gens ont mis à peu près 20 minutes à appeler les gardes maritimes. Bien sûr, ils sont arrivés, vu qu'on était touristes, ils nous ont demandé passeport, identité, s'il y avait de l'alcool à bord. Le premier truc déjà, c'est l'alcool. Alcool à bord! Ils nous parlaient en anglais, ils nous gueulaient dessus. Après, on a entendu les sirènes des pompiers arriver. Là, ça a été un soulagement, mais de ouf. Parce que je me suis dit, c'est bon quoi, c'est fini. Je savais pas que c'était que le début. Donc, ils sont arrivés à 8 ambulances. Ma copine qui était inconsciente, elle est partie direct. Le conducteur, pareil, il avait plus de visage, donc il est parti direct. Donc, dans d'autres hôpitaux, d'ailleurs, dans un autre hôpital, ils étaient ensemble dans le même hôpital, mais nous ne savions pas. On a été pris vraiment au cas par cas. Nous sommes montés dans les camions de pompiers, et puis quand on est arrivé à la clinique, c'est pas du tout comme les cliniques en France. Déjà, on paye quand on va dans les cliniques, donc je vous avoue qu'il n'y a pas la queue. C'est très très calme, et les soignants, c'était incroyable. Elles avaient le temps pour nous. Elles étaient bienveillantes. Je dis pas qu'en France elles ne sont pas bienveillantes et qu'elles n'ont pas et que c'est pas bien, mais je dis qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper des patients. Et là ça a été un truc de ouf. Et je crois que le côté le plus rassurant quand même, qu'on soit dans un pays où on ne comprenait rien à la langue, c'est que vu qu'on ne comprenait rien, on ne savait pas ce qu'on avait. Et je crois que là ça a été vraiment pour moi en fait un bien fou de ne pas savoir. On est arrivé, ils nous ont fait une batterie d'examens de ouf, poids, taille, checker les yeux, checker. Moi j'avais un souci à la mâchoire, ils vont checker ma mâchoire, ils vont checker ma gorge, enfin bref. Ils nous ont fait un check-up des IRM, des machins, bref, on a dû arriver à peu près à 20h30. Là on a pu souffler un peu, c'était 3h du mat. On a été pris en charge, mais vraiment comme des rois, vraiment. En même temps on est arrivé des estropiés de ouf. Ensuite, il y a des personnes qui ont dû se faire opérer, donc on a dû payer les soins, avancer les soins. On s'est fait recoudre
Moi j'ai encore des cicatrices qui sont très vilaines sur les genoux, sur les pieds, sur les mains. Parce qu'on était ouvert partout, l'oreille. Et en fait, moi j'ai été dans le déni tout le long. Tout le long. Je disais, est-ce que je vais rentrer chez moi ce soir en anglais? Je disais, je pense que ce soir, j'étais sous mes couettes chauffantes et tout, trop bien. Et je disais, I'm okay, it's okay for me. Bref, je leur disais que tout allait bien, j'avais l'oreille à côté du corps, j'avais une mâchoire comme ça. Mais vu que je me rendais pas compte et que je voulais pas voir, c'était vraiment difficile. Et en fait, j'étais très perturbée, vraiment très perturbée. J'avais besoin d'aller voir mes potes, j'avais besoin de me sentir rassurée auprès d'eux et de savoir ce qui allait se passer. Et quand j'ai compris qu'on était séparés dans 2 hôpitaux différents et que ma pote, je ne savais pas ce qu'elle avait, je ne savais pas si elle allait mourir ou pas. Je l'ai juste vue avec un trou dans la tête, ensanglantée de la tête aux pieds, et j'ai pleuré. Impossible de dormir, impossible de me reposer, impossible de rien. Je voulais qu'une envie, c'était d'aller voir mes proches, d'aller voir les personnes accidentées et de les aider. Sauf que je me rendais même pas compte que j'étais moi-même accidentée et que moi-même j'avais besoin d'aide. Bref, je vous épargne les scènes scandales qu'on a pu faire, nous, en tant que Français, à l'étranger. Parce qu'on a foutu un bordel dans l'hôpital. C'était juste incroyable. Bref, ça fait des souvenirs de ouf aujourd'hui. Mais sur le coup, c'est vraiment la panique. Et du coup, il y a une médecin qui était incroyablement gentille. Elle est venue, elle m'a dit calme-toi, reste tranquille, on va te recoudre les pieds. Enfin bref, j'avais 17 points de suture, elle me dit va falloir qu'on te recouse, etc. J'étais ok. J'ai dit mais moi en fait je voyais juste un peu là, les genoux, genre un peu là, la main. Je me suis dit attends, moi j'ai vu ma pote, elle a un trou dans la tête, mon autre pote il avait l'oreiller à côté du corps, moi j'ai 2 trous dans les genoux, laisse-moi tranquille, enfin je vais aller voir les autres. Et en fait je suis partie, j'étais sous perf. J'ai pris mon truc. À moitié à walper parce qu'ils nous mettent un truc. J'ai pris mon truc, j'ai dit c'est bon, je vais voir mes potes, moi j'ai rien. Et en fait, elle m'a retenue par l'oreille, qui, elle, était cassée, coupée en fait, l'oreille coupée comme ça. Mais vu que je l'ai pas vue dans le déni complet, et du coup, elle m'a retenue par l'oreille, oh la douleur. Une douleur, mais c'était incroyable. Et elle m'a dit, tu restes ici, parce que toi aussi, tu es malade. Je dis ok, je tire au cou. Et en fait, elle s'est mise en face de moi et elle m'a dit écoute-moi. Enfin, j'ai pas tout compris. Après, ils ont fait venir une traductrice parce que j'étais vraiment perturbée. Et elle m'a dit aujourd'hui, t'es là, t'es vivante. Tu fais 49 kilos, 48,8. Tu fais 49 kilos. T'as eu un impact sans ceinture, droit dans un mur. Ton corps, il aurait dû faire un feu d'artifice. Franchement, c'était horrible. Quand j'ai conscientisé ça, elle me dit ça, j'étais encore très, très agitée. Et quand elle me dit ça, je me calme direct. Je m'apaise. Il y avait l'église, la mosquée d'Abu Dhabi juste à côté, en face de l'hôpital. De nos chambres, on la voyait. Elle m'a dit, tu vas là-bas, il y a la mosquée. Tu vas prier. Tu vas remercier, elle m'a dit, tu vas remercier Allah. Tu vas remercier Dieu pour être vivante aujourd'hui. Parce que c'est pas normal. Vous aurez tous dû mourir. Tous. Ok. Alors ensuite, elle a commencé à chercher. Elle m'a dit, tu fais du fitness. Tu fais de la muscu. Tu fais quoi comme sport? Vous faites quoi comme sport? Vous êtes une... Elle pensait au début qu'on était une équipe sportive, je sais pas, d'un sport à 4, un truc comme ça, parce qu'on était tous les 4 sportifs. Et je lui dis, enfin tous les 3 avec ma copine.
qui était dans le hôpital. Et je lui dis, ah non, non, on fait de la muscu, on est 95% coach sportif sur le bateau, donc voilà, on s'entretient, etc. Elle m'a dit, ok, bah continue à aller à la salle, continue à te dépasser, continue à te muscler, parce qu'aujourd'hui, ce qui t'a sauvé, c'est ta masse musculaire. Parce que la masse musculaire, le rôle numéro 1, on oublie, hein, à part l'esthétique, etc., augmenter son métabolisme de base, etc., avoir plus d'énergie. Le rôle numéro 1 des muscles, c'est protéger le squelette. Protéger le squelette. Et c'est exactement ce que mes muscles ont fait. Sur les 4, personne n'a eu de fracture au niveau, je sais pas moi, l'humérus, fémur, hanche, personne. Parce qu'on faisait de la musculation comme il faut, qu'on a pris du temps tous les jours pour aller à la salle. Parce que, putain, c'est un truc de ouf, mais je me dis, mais putain, mais Dieu merci, vraiment, d'avoir pris le temps pour moi, parce qu'aujourd'hui ça m'a sauvée. Alors parfois on dit ouais j'ai pas le temps, je le ferai demain, ouais j'y vais pas parce que là j'ai ça, non mais j'ai plus d'argent parce que j'ai l'iPhone 14. En fait c'est des putains d'excuses. Et après j'ai pensé à ma famille qui eux s'entraînent un peu moins, voire pas du tout. Et je me dis en fait qu'on en fait tous des sorties bateau. Les étés, je trouve ça trop cool, c'est toujours hyper sympa et tout. Et je les ai vus dans le bateau, à ma place. Ils seraient tous décédés. Tous. Parce qu'ils prennent pas le temps pour eux de mettre en place les bonnes choses. Et que ce soit un accident de voiture, un accident de bateau, un accident de ce que tu veux. La vie, elle va trop vite. Donc les excuses, en fait, je vais même plus les entendre. Moi, aujourd'hui, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai pris un coach en septembre parce que je me plaisais plus, malgré le fait que je sois coach sportif. Je me plaisais plus, j'aimais plus du tout. Je m'aimais plus pour 3 kilos. Je me détestais. Et j'ai dit, vas-y, de toute façon, ça va m'enlever une charge mentale de ouf, l'encadrement. Je vais le faire. Je suis arrivée à Dubaï avec une shape de ouf. Un mental de ouf. Une énergie incroyable. La plus belle décision qui m'a sauvé la vie, c'est de me faire encadrer. En rentrant en France, on est resté une semaine à l'hôpital. Le lendemain, on a dormi 3h, 4h du matin à peu près. Ils nous ont emmenés dans nos chambres. Une fois qu'on était recousus, etc., ils nous ont mis sous la maline, tramadol, que sais-je. Je comprenais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça me retournait le ventre et que je vomissais. Parce que c'était trop fort. Et il y en avait un qui était en opération, donc on n'a plus une nouvelle de lui à partir de 10h du soir. Les 2 autres étaient dans un autre hôpital et la dernière personne allait monter avec moi en chambre et on a pu discuter un petit peu. On était tellement shootés, démontés de tout ce qui s'était passé qu'on n'y est pas allé. J'ai dormi. Je suis même pas allée aux toilettes. Je suis allée aux toilettes que le lendemain matin. Et enfin le lendemain matin. Je me suis couchée à 4h du matin, on s'est levé à 6h. Parce que ils arrivent dans la chambre et ils disent pressure. Bon, ça veut dire pression. Non, c'est quoi en français, c'est quoi la pression? C'est le truc là qui je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il nous disait attention. Et il nous disait qu'il venait prendre l'attention. Et bon, on a dormi 2 heures la première nuit. Et en fait, quand j'ai eu des nouvelles de tout le monde, je suis passée dans les chambres de mes 2 potes. On a pu appeler l'autre hôpital pour qu'ils nous donnent des nouvelles. Et
quand j'ai eu des nouvelles de tout le monde, et que j'ai vu que tout le monde est en vie, et pris en charge comme il faut, j'ai eu des douleurs horribles. J'ai eu la mâchoire qui a commencé à quintupler. J'avais une mâchoire comme ça. L'oreille qui me tirait, surtout j'ai des gouttières, des aligneurs. Je n'arrivais plus à les mettre. Ça me faisait extrêmement mal. Je ne pouvais pas les mettre, je ne pouvais pas les enlever, je ne pouvais rien faire. Si je les avais encore sur moi, si je les enlevais, je ne pouvais plus les mettre. Et il fallait que je les enlève pour manger. Or, ils m'ont emmené à 7h du matin avec une mâchoire comme ça. Ils m'ont emmené une salade, une sorte de salade grecque, avec des tomates cerises, des olives, des concombres, bref, tout ce que je pouvais pas manger. Je pouvais ouvrir la bouche comme ça. Peut-être, non, comme ça. Donc, j'appuyais sur les aliments pour que ça passe entre mes dents. Enfin voilà, pendant 2 jours, j'ai rien bouffé. Rien du tout. Je ne pouvais pas mettre quelque chose à la bouche. Ça a été difficile. Et au niveau des amplitudes cervicales, je faisais ça. J'étais au max. En même temps, si je tirais trop, ça me tirait la mâchoire. Ça me tirait tout. Si je baissais la tête, c'était juste horrible. Et puis, le lendemain, je pouvais plus poser la jambe par terre. Impossible de poser la jambe par terre. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Parce que je pense que c'était le contre-coup. Je savais que tout le monde était bien. Enfin, bien. Pris en charge, et du coup, moi, je me suis complètement... j'ai soufflé, j'ai dit ok, c'est pas mal, c'est ok. Et là, j'ai pris cher. Pendant 2-3 jours, des bleus, des douleurs qui sont sorties de partout, de nulle part. J'avais un bleu, j'avais l'impression que j'allais le garder toute ma vie, tellement qu'il était noir, mais noir. Sur la fesse, là, mais un bleu, mais waouh, j'avais jamais eu ça de ma vie. J'ai cru même que tout avait pété, que ma fesse avait pété, hein, vraiment, tellement que c'était noir. Et puis en fait, j'arrivais pas à comprendre ce que mon corps avait fait en fonction des bleus, des douleurs. Je me suis dit, peut-être que ma tête, elle a fait ça, elle a tourné, elle a fait ça et tout. Je t'imagine plein de choses. Mais au vu de ce que j'avais comme bleu et des douleurs, c'était impossible de savoir. Et on a essayé d'avoir une vidéo de l'accident. Parfois, en rentrant sur des ports, ils peuvent avoir des vidéosurveillance. Et même, il y avait un chantier à côté. Donc, on s'est dit peut-être que le chantier était surveillé. Bref, on est arrivé à avoir 0 vidéosurveillance. Moi, je voulais avoir une vidéo pour comprendre. En fait. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi je fais. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis madame pourquoi. Si je fais un truc, il faut que je sache pourquoi je le fais. Et qu'est-ce que ça va m'apporter. Et c'était trop important de comprendre ce qui nous était arrivé, en fait, tout simplement. Et voilà. Mais une fois qu'on a été rapatriés en France, ça a été une horreur, déjà, les papiers, etc. On avait tous été rapatriés de façon échelonnée en France parce qu'on n'avait pas tous les mêmes autorisations de vol au même moment. Il y en avait qui devaient rentrer plus tôt, qui pouvaient rentrer plus tôt, d'autres avec des fractures au crâne qui ne pouvaient pas voyager plus tôt. Bref, quand on est tous revenus en France, on a tous refait une batterie d'examens qui était juste incroyable. J'ai eu des douleurs aux genoux qui étaient exécrables. Et on m'a dit tout et n'importe quoi, c'est entorse, c'est fracturé, c'est les croisés, tatati, tatati. J'ai entendu toutes les conneries du monde. Ça m'a saoulée, j'ai pris rendez-vous avec un spécialiste du genou. Je suis arrivée en 2 minutes. J'étais au bout. Je suis arrivée les larmes aux yeux en lui disant franchement, si vous ne trouvez pas ce que j'ai, c'est que je deviens folle. Tout le monde a hyper mal, alors moi aussi je m'invente des maladies quoi. J'étais à 2 doigts de me dire Adé, t'as rien. Adé, c'est bon, tous les IRM, tous les trucs, tous les scanners, ils n'ont rien trouvé, c'est que t'as rien. Et en fait, il m'a allongé, il m'a dit les croisés vont bien, madame, vous allez bien. Et là, je commence à couler. Parce que je me dis, c'est pas possible, j'ai des douleurs qui sont vives et j'ai rien. Donc je deviens folle. En
je suis tellement traumatisée de cet accident, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, que je deviens folle. Et d'un coup, il a touché. Il a touché juste là. Il m'a dit oh. Donc il a commencé à toucher, il m'a dit vous avez mal? Je dis oui. Il regarde, il me fait asseoir. Enfin, il me fait mettre accroupi. Il regarde comment je marche. Il me refait allonger. Il me touche exactement là où j'ai mal, ici. Il regarde l'étendue des dégâts. Donc il regarde comme ça, tac, 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 tac. Il me dit ok. Il me dit les douleurs que vous avez sont réelles. Déjà, soulagement de ouf. Donc j'avais la mâchoire, l'oreille coupée, le genou en PLS, les cervicales en PLS. Moi, je savais tout pourquoi. Et il me dit, vous avez une inflammation, enfin, comment il dit? En gros, c'est un hématome, enfin, contusion. Contusion du condyle. Donc, contusion du condyle, donc juste ici. Et en fait, ça s'étendait à tout le genou. Donc, je pouvais plus me mettre comme ça, là. Et genre, avoir une pression. Ça a été l'enfer. Et donc c'était ça, il m'a dit mais ce serait jamais vu à l'image, etc. Donc il fallait vraiment manipuler pour se rendre compte. Je dis ok. Et donc là, gros soulagement. Et là je me dis bon voilà, putain, on est tous guéris plus ou moins. En tout cas, on sait tous ce qu'on a. On est en France, on va être pris en charge et c'est trop bien. Et au final, tout ça pour dire qu'on a tous eu un arrêt un peu long, sportif. Mais physiquement, on a tous repris plus ou moins rapidement pour 2 raisons. Première raison, on était hyper jeunes, tous. On avait la trentaine à peu près. Et ça, Dieu merci qu'on a été sauvés, quoi. On s'en est vite remis parce qu'on est jeunes et parce qu'on était musclés. On est allé chez le kiné tous, on a fait des petites séances aussi au kiné, etc. Tout le monde nous a dit, votre masse musculaire vous a sauvé. À chaque fois qu'on expliquait l'accident, à chaque fois on explique ce qui s'est passé. Et moi, de toute façon, à chaque fois que j'explique, j'ai dans la tête la médecin qui me dit ton corps, il aurait pu faire un firework, donc un feu d'artifice, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je me bouge les fesses pour aller à l'entraînement encore plus. Non pas parce que j'ai envie d'avoir une shape de ouf, mais parce que je veux rester en vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis en vie, j'ai pu faire mon anniversaire. Et je veux le refaire avec ma famille. Là, j'ai pu le faire avec mes amis. Je veux le refaire avec ma famille. Si aujourd'hui, je peux faire cette vidéo, c'est parce que je suis allée à la muscu. J'ai pris 1 heure de mon temps 3 fois par semaine. La muscu, la transformation physique, ça va au-delà du physique. C'est de la santé. C'est de la santé. Et je crois qu'on ne mesure pas trop. Je crois que c'est tellement sous-estimé en fait. La puissance d'avoir une alimentation correcte. Quand je dis correcte, ça ne veut pas dire manger chou-fleur et brocoli tous les jours. Je dis juste de s'alimenter comme il faut et d'aller s'entraîner. Mais pas s'entraîner et faire des hits sur YouTube. On s'en fout de ça. Ça protégera rien du tout. S'entraîner en fonction de son rythme, en fonction de ses objectifs, en fonction de son corps et de ses besoins. Et ça, c'est juste ouf. Mais juste ouf. Si je pouvais le crier haut et fort là sur mon toit des montagnes à Grenoble, je le ferais. Putain, mais prenez du temps pour vous sauver la vie. C'est trop important. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous cacher derrière des choses. On a tous 24 heures dans une journée. Explique-moi pourquoi moi j'ai le temps de me sauver la vie. Et pourquoi toi aujourd'hui, si t'as le même accident que moi, ce que je te souhaite pas, tu as des séquelles plus importantes. Et ça me...
ça bouffe. Ça me bouffe parce qu'à chaque fois que j'y pense, je pense à mes parents, je pense à mes proches. Et je pense que moi, je me remercierai jamais assez de ce que j'ai fait pour moi et de ce que je continue à faire. Et c'est des mots du médecin qui m'ont impacté de ouf. Et si aujourd'hui j'ai qu'une chose à dire sur cet accident, j'avais une seule chose à dire, c'est que ça arrive à n'importe qui. Je bois pas, je fume pas, je sors occasionnellement. Et pourtant j'ai failli mourir. Ça arrive pas qu'aux autres. Ça arrive pas que par des biais de cancer ou par des choses comme ça. Ça arrive à tout le monde. N'importe quand. On décide pas. Tu prends ton vélo demain, t'as un accident, ciao. C'est bon. Et ça m'a fait prendre conscience des choses. Et je me suis dit, la vie, elle va trop vite. Et moi, aujourd'hui, je veux me battre. J'ai envie de me battre, en fait, pour ma vie. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. C'est pas pour te faire culpabiliser. Si tu prends pas du temps pour toi, je m'en fous complètement. C'est juste pour te dire qu'en fait, que aujourd'hui, demain, on ne repousse pas. On repousse pas. La vie, elle repousse pas. Juste prends conscience de ce qui en fait, comme la vie est belle et comme la vie coûte cher. Là, aujourd'hui, j'aurais pu perdre un membre. J'y pense des fois, mais j'y pense, mais c'est un truc de ouf. J'y pense, je me dis, ouais, voilà, ça se trouve, j'aurais jamais fait de muscu, je dis n'importe quoi. J'aurais dû peut-être amputer ou que sais-je. Je sais pas. Et ça me fait peur. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le sport m'a sauvée. N'importe quel sport, on s'en fout. Muscu ou autre, on s'en fout. Tant que tu prends soin de toi, c'est le plus important. Parce que on est responsable de nous-mêmes. On est responsable de notre santé. On est responsable de notre corps, de notre bien-être, de notre confiance en nous. En fait, on est responsable de nous à 100%. Et aujourd'hui, je crois que j'en ai pris conscience. Pleinement conscience, en tout cas. Et c'est aussi... Moi, je trouve qu'il y a eu un avant et un après vraiment hyper important. Point de vue mindset. Avant, je me cachais, comme tout le monde, derrière des excuses. Non, mais je veux pas faire ça. Non, mais ça, c'est pas pour moi. Par exemple, j'avais très peur de me faire opérer des yeux. Vraiment, je savais que je voulais le faire, mais j'avais extrêmement peur. Je suis rentrée en France. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus à partir de ce point. Je suis rentrée en France et que j'ai checké tout mon corps, etc. Et que j'ai fini avec l'accident. J'ai pris rendez-vous pour les yeux. Et je me suis fait opérer des yeux et aujourd'hui tout va bien. Parce que la vie n'attend pas. Parce qu'on a tous peur. Et parce qu'on a tous besoin de faire des choix parfois difficiles. Mais qui nous emmènent vers quelque chose de beau et de nouveau. Donc moi maintenant, avec ce recul sur l'accident, j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'ai envie de dire un truc, je le dis. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Ça te plaît, je suis super contente, tant mieux. Mais vraiment, en fait, ne néglige pas l'importance de ta santé au détriment des autres ou au détriment des excuses. Aujourd'hui, je crois que je me raconte 0 excuse pour rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'excuse. C'est juste que tu as envie de le faire, oui ou non, c'est tout. Moi, j'avais extrêmement peur pour les yeux. Mais en fait, c'est juste que, est-ce que j'avais le courage de le faire, oui ou non? C'est tout. Bah, je me suis dit oui. De toute façon, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui le font. Pourquoi pas moi? Et c'est pareil pour tout. Je demanderai l'avis à plus personne, entre guillemets. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Point, ça te plaît. Je suis super contente. Ça te plaît pas, c'est pas grave. C'est ma santé, c'est ma responsabilité. Si aujourd'hui je me sens bien comme ça,
Bah en fait, qu'est-ce que tu peux me dire de pire, de mieux en fait, je veux même pas savoir. Et ça, c'est ma mentalité d'aujourd'hui, post-accident. Avant, je n'avais pas du tout celle-là. Mais je trouve ça dramatique, en fait, que je puisse avoir cette mentalité-là après un drame pareil. J'aurais aimé l'avoir avant. Malheureusement, il a fallu que je sois au pied du mur, c'est le cas de le dire, pour avoir ce mindset. Si je devais regrouper cette vidéo en un seul mot, juste... Je peux pas en un seul mot, je pourrais pas. Je dirais que la vie n'attend pas. Les choix n'attendent pas, et si tu perds ta santé une fois, tu la retrouveras jamais. La santé, c'est la chose la plus fragile qu'on a, et c'est c'est ce qu'on priorise pas, ou en dernier. C'est ce qu'on priorise quand en fait on est au pied du mur. On va prioriser sa famille, son boulot, ses amis, les sorties. Et la santé dans tout ça, non. Jamais. Jamais, jamais. Tu verras jamais dire non, moi je choisis de... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je sais rien, bref. Je choisis de faire un truc pour ma santé au lieu de choisir autre chose. Non, non, tu vois pas ça. Tu vas d'abord sortir, kiffer. En fait, quand t'as plus la santé, tu sors pas, tu kiffes pas. Je te rassure que quand nous on a pris l'avion, on est rentré en business. J'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Parce que j'avais peur pour ma santé. Parce que j'avais peur de plus voir mes proches. Et là, tu réfléchis à deux fois. Tu regardes les derniers messages que tu as envoyés à ta famille, les relations que tu as avec ta famille. Tu te dis, putain, ma soeur, elle a entendu ça en dernier de mois. Est-ce que c'est ça, en fait, que tu aurais voulu qu'elle entende? Tu remets tout en question. Et là, tu te dis, ok, ma santé, c'est mon numéro 1. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Parce que sans la santé, tu vas nulle part. On a beau le dire à tout le monde, machin, machin. Personne n'écoute. Tu écoutes quand tu es face au mur et tu dis, ah oui, là, par contre, ouais. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as suivi l'accident sur Instagram. Ou peut-être que tu es tombé dessus par hasard. Mais si je dois dire cette vidéo en un mot, prends soin de ta santé dans la queue. Tu es responsable à 100% de ta santé, de ce qui t'arrive, de tes décisions. Bref. En tout cas, j'espère que ce retour pourra vous aider